Je m'appelle Sébastien Plovier, j'ai 41 ans, je suis père de famille et j'ai 4 enfants. Je suis chef d'entreprise, donc je dirige plusieurs entreprises. Donc une première entreprise dans la restauration rapide, d'un effectif de 9 personnes. C'est une entreprise dans laquelle on fabrique artisanalement des pizzas qu'on entrepose dans un distributeur. Je co-gère ensuite une deuxième entreprise également dans la restauration rapide, mais avec un plus petit effectif. Je gère aussi une SCI, donc qui est une société civile immobilière. C'est une société qui gère un ou plusieurs actifs immobiliers. Et pour finir, là, je suis en train de créer une nouvelle entreprise. Donc, c'est une entreprise de coaching, de formation, mais dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la pizza. Ensuite, en activité, je co-anime 3 à 4 fois par an des conférences sur le thème du bonheur, sur le thème du burn-out et sur le thème des rêves lucides. Je suis musicien dans un groupe de musique et je pratique du yoga. Je suis issu d'une famille de maraîchers horticulteurs et dans ma jeunesse, j'ai été amené à beaucoup travailler dans les champs, à aider mes parents. Donc on va dire que dès le plus jeune âge, j'avais vraiment la fibre du travail. En sortie des études, j'ai essayé de trouver des petits boulots à droite à gauche. J'ai fait commercial en automobile, j'ai été assistant qualité sécurité dans l'industrie. J'ai créé une micro-entreprise dans les services à la personne. Mais j'ai toujours senti qu'au fond de moi, j'avais vraiment le potentiel d'entreprendre. J'avais toujours ce ressenti en fait que je devais être chef d'entreprise. Mais je n'avais pas l'idée en fait, j'avais pas d'idée. J'ai lu beaucoup de bouquins justement sur l'entrepreneuriat, comment réussir une entreprise, puisque j'avais pas forcément l'idée. Et en fait, en lisant un des bouquins, il y en a un qui m'a un petit peu retourné le cerveau, dans le sens où ça parlait de la retraite. La retraite qui est un sujet dont on entend parler beaucoup en ce moment. Et finalement, il posait la question, qu'est-ce que c'est la retraite? Et la retraite, dans les faits, si on met de côté l'âge, dans les faits, la retraite, c'est avoir des activités qui te plaisent. Donc, c'est-à-dire, tu peux aider dans dans le bénévolat, tu peux ne rien faire, tu peux partir en vacances, tu peux faire du sport, tu peux te lever quand tu veux, et avoir une rentrée d'argent. Maintenant, moi, je me suis dit, pourquoi finalement je donnerais mon pouvoir de l'âge et de l'argent à quelqu'un ou quelque chose d'extérieur de moi? Pourquoi je devrais attendre 65 ans ou 62, 63 ans pour décider finalement d'avoir le loisir de faire ce que je veux? Et c'est pour ça que je me suis aussi surtout tourné vers l'entrepreneuriat, donc pour prendre ces sujets-là en main. Je m'étais mis comme quête initiale que j'allais créer mon entreprise, non pas pour que moi je travaille dans l'entreprise, mais que l'entreprise travaille pour moi, avec comme but final, comme objectif final, d'être en retraite le plus rapidement possible et donc être heureux. C'est-à-dire que j'avais assimilé cet objectif final avec le fait d'être heureux. Et donc le hasard fait que je tombe sur une personne qui vend son camion pizza. Et là, en fait, j'ai eu la petite ampoule qui s'est allumée en me disant, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je me voyais bien dans le rôle de pizzaiolo dans un camion pizza. Et donc, j'ai démarré de rien. J'ai même démarré de moins 10 000 € pour lancer mon entreprise parce qu'à cette époque-là, j'avais pas d'argent du tout. Alors, en 2019, j'expérimente un burn-out. Et pourquoi? Parce que ça a nécessité beaucoup d'énergie puisque les démarches pour créer une entreprise sont quand même assez compliquées. Pendant 3-4 ans, je m'étais tellement mis de pression en fait. Je m'étais tellement mis de pression que le jour où j'ai mis le distributeur à pizza et que finalement je suis arrivé à cet objectif, j'ai carrément eu le coup de dépression en fait. Ça a été un gros relâchement, mais ça a été un relâchement qui était assez violent parce que je me suis rendu compte finalement que j'étais pas plus heureux que ça et ça m'a complètement abattu quoi.
Et c'est paradoxal dans le sens où, si je me compare à d'autres personnes qui ont vécu des drames, clairement, j'ai pas vécu de drame. Et c'est aussi pour ça que je veux bien faire la distinction entre une dépression et un burn-out. Je mets plutôt case burn-out tout ce qui est lié au travail, mais surtout à la posture du chef d'entreprise. Et clairement, non, ça a été super compliqué. Et souvent, dans ces moments-là, on a toujours, comment dire, on a toujours tendance à se minimiser ou à se comparer aux autres, en se disant, mais attends, moi j'ai pas le droit d'être comme ça, j'ai pas le droit de me sentir mal, parce que clairement, mon entreprise marche, je suis en bonne santé, etc., etc. Donc on a tendance à minimiser le phénomène, parce qu'on se compare aux autres, mais après coup, il faut pas se comparer aux autres, parce que je me dis aussi, chacun son histoire, chacun sa croix, et il faut s'occuper de soi, et c'est super important. Et en fait, clairement, comment dire, je ne trouvais plus de sens à ce que je faisais. Je n'étais pas heureux. J'avais envie de vendre mon entreprise. Et ça a été pour moi un peu comme si on m'avait mis plus bactère, quoi. À tel point que j'avais fait une petite pause pour vacances pour essayer de me regonfler. Ça, franchement, ça n'a pas aidé du tout. Et clairement, le jour où j'ai dû reprendre mon service en camion pizza, j'étais dans le canapé, je pleurais et je me disais non, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller, quoi. Le burn-out est là. Ma femme, qui est témoin de la scène, déjà depuis plusieurs mois parce qu'elle m'avait vu un petit peu partir en banane, me dit tout de suite, écoute, faut que tu ailles chez le médecin. Ce que je fais, donc je vais chez mon médecin généraliste. Et on fait un petit topo, et lui il me dit tout de suite, écoute, tu sais un burn-out, il faut que tu prennes un traitement. Donc je prends des antidépresseurs pour 6-8 mois. Et il me dit bien, et ça je l'ai bien retenu, l'antidépresseur, ça va te rebooster, ça va être une béquille, mais c'est pas ça qui va te guérir. Il faut que tu cherches les réponses au fond de toi. Et de là démarre vraiment on va dire, je réouvre à ce moment-là un nouveau chapitre de ma vie, puisque effectivement, 15 jours après avoir commencé à prendre le traitement, je me sentais beaucoup mieux. Et là, j'ai fait, ça me fait rire, mais c'est le baba du truc, j'ai été sur un moteur de recherche, et j'ai tapé tout simplement comment être heureux. Voilà. Comment être heureux, comment trouver du sens à la vie, comment trouver du sens à ce que je fais. Le premier exercice que j'ai essayé de faire à fond, c'est d'être dans le moment présent. Être dans le moment présent, c'est quoi? Être dans le moment présent, c'est juste savoir ce qu'on fait au moment où on le fait. Par exemple, si le matin, tu prends ta douche et que pendant que tu te laves, tu es en train de penser à quelque chose dans ta journée, tu n'es pas présent dans ta douche, tu es dans tes pensées. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un être humain, il a à peu près 70 à 80 000 pensées par jour. Généralement, quand on pense soit à des choses du passé, ou soit à des choses du futur. Et quand on pense à des choses du futur, généralement, c'est ce qu'on appelle des projections, et c'est des projections de peur. On a peur de l'avenir, on a peur pour sa sécurité, on a peur pour son emploi, on a peur de plein de choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on pense à quelque chose dans le futur et qui est de nature anxieuse ou gouverné par la peur, le cerveau, lui, il fait pas la différence il fait pas la différence si ça existe ou pas. C'est-à-dire que pour le cerveau, quand tu penses à quelque chose qui fait peur, pour lui c'est vrai, et il te renvoie du coup des petits agents chimiques dans le corps qui vont te donner de l'anxiété. Et finalement, on peut donc observer que comme on est beaucoup dans nos pensées, on est souvent contrarié et anxieux, alors sans forcément en être conscient, mais pour des projections qu'on se fait de l'avenir qui n'existeront peut-être jamais. Et donc, travailler le fait d'être dans le présent,
Alors, c'est juste essayer de... Moi, ce que je fais généralement au début, parce qu'en fait, c'est une habitude qui se crée, c'est quelque chose qui est assez fastidieux à faire. Il faut vraiment que ça soit une habitude à reprendre. Mais l'avantage de faire ça, en fait, c'est que plus on va être dans le présent, donc savoir ce qu'on fait au moment où on le fait. Par exemple, on peut manger en conscience, c'est regarder vraiment avec ses yeux ce qu'on est en train de manger, mettre dans sa bouche, goûter, mettre tous ses sens en fait dessus. Et ça peut être, par exemple, quand on conduit, je sais que généralement quand on conduit, la plupart des gens, on va d'un point A à un point B. Une fois qu'on est arrivé, on était tellement dans nos pensées que, en fait, la route, on s'en rappelle même plus et on se dit, mais attends, mais en fait, j'ai conduit, mais j'étais pas là. Ça arrive à tout le monde. Donc, par exemple, être dans le moment présent, ça peut être pendant qu'on conduit, c'est de regarder tous les petits détails qu'on n'aurait pas vus auparavant. Le fait de focaliser son attention sur ces choses, en fait, va laisser moins de temps aux pensées anxieuses d'être présentes. Et en quoi c'est pertinent? Le corps va moins envoyer d'argent chimique d'anxiété et on va se sentir plus serein. On va naturellement, et moi je l'ai expérimenté, ça dure un petit peu 4 mois, où je décrivais tout ce que je voyais, je me sentais très con et je me demandais même pourquoi je faisais ça. Mais finalement, avec du recul, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup moins de pensées négatives, j'avais beaucoup moins de peur, beaucoup moins de stress en fait. Et tout ça faisait que j'étais plus heureux, j'étais un peu plus heureux, j'étais un petit peu plus serein, je retrouvais un petit peu plus de sérénité. Ce qui fait que j'avais un peu plus d'envie sur des choses, comme j'avais plus envie, je me sentais un petit peu plus épanoui. Du coup, je dormais mieux, comme je dormais mieux, je me sentais plus en forme. Et en fait, c'est un peu une boucle infernale qui se renverse dans l'autre sens. On peut aussi être plus présent dans les actes. Et c'est pareil, ça c'est quelque chose que j'expérimente depuis pas longtemps finalement. Si on part du principe que le seul moment qui existe c'est maintenant, j'essaye parce que c'est pas facile tous les jours, mais j'essaye de mettre une extrême importance dans tout ce que je fais au quotidien, même pour des choses qui puissent paraître futiles. Par exemple, ma bagnole, c'est le bordel dans ma voiture. Je sais que chez moi, j'ai deux luminaires installés, que ça fait 6 mois que j'installe pas et que ma femme me dit quand est-ce que tu mets ces luminaires? Je sais que je dois installer une prise, etc. Et on se dit tous, oui, ça, on verra plus tard, j'ai d'autres priorités, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte aussi avec le temps que mettre de l'importance là-dedans, en fait, parce qu'en fait, c'est ces petites choses qu'il faut faire et qui restent un petit peu en suspens, tu vois. Mais en fait, elles sont présentes tous les jours avec toi. C'était des choses que tu portes en toi puisque tu les vois tout le temps, tu le sais. Et clairement, ça encombre. On fait comme si de rien n'était. On aurait tendance à repousser à plus tard et finalement, c'est là et ça gêne en fait, sans qu'on soit conscient. Et en fait, finalement, mettre de l'importance dans tous ces trucs qui sont très futiles, ça permet vraiment de se libérer de poids, et pareil, de retrouver beaucoup de sérénité, et donc du coup d'avoir l'esprit plus clair, et pour finir, d'aller vers ces objectifs qui sont beaucoup plus... d'aller vers ces objectifs plus facilement en fait. Je reviens sur ce livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Il disait qu'il fallait prendre le rôle d'observateur de ses pensées. Et franchement, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre en fait. Donc maintenant que j'ai compris, je vais essayer d'en faire profiter un peu les gens. Nos pensées, on a nos pensées qui sont conscientes, donc c'est-à-dire nos choix, nos décisions. Donc j'appelle ça les pensées conscientes, les pensées qui sortent de toi. Et on a autre chose, c'est les pensées qui sont, les pensées qui viennent toujours dans la tête, les petites pensées intrusives qui viennent généralement quand on va se coucher le soir, mais qui peuvent être la cause d'insomnie. Et ça, j'appelle ça des pensées, pour moi, intrusives. Et j'essaye de me désidentifier de ces pensées. Tu sais, je fais un petit peu comme si toutes ces pensées qui venaient en toi tout le temps, je les imagine un petit peu comme une petite boule à côté de moi, et je me dis, ces pensées-là, c'est pas moi. Ces pensées-là, c'est la somme de tous mes choix, de toutes mes peurs, de toute ma vie en fait, qui sont ici stockées dans une petite boule et qui viennent tout le temps m'embêter quoi. Être le rôle d'observateur en fait, c'est ne plus réagir à ces pensées, puisque en fait, plus on va mettre de l'attention dans ces pensées qui sont récurrentes, plus ça va l'alimenter et ça en fait aussi un cercle vicieux. Et dans le rôle d'observateur aussi, on peut observer ses émotions. Et les émotions, c'est un petit peu comme les pensées, en fait, c'est
c'est comme un programme automatique. C'est-à-dire que quand il va nous arriver quelque chose dans la vie, si on prend un fait pour plusieurs personnes, les personnes vont réagir différemment. On dit toujours qu'il faut jamais réagir à chaud, et pour moi, c'est aussi quelque chose sur laquelle j'ai travaillé beaucoup, dans le sens où quand une émotion survient, au lieu de réagir directement à cette émotion, je laisse toujours un temps calme, et je reviens sur le sujet une fois que l'émotion est passée. Ça permet d'une part après d'aller creuser un petit peu, mais pourquoi j'ai eu cette émotion en moi, pourquoi je me suis senti frustré ou brusqué à ce moment-là. Et le fait de laisser un temps calme aussi, ça permet de pas réagir n'importe comment, parce que généralement quand on prend une décision ou quand on réagit directement après une émotion, finalement on se rend compte que c'était pas forcément la meilleure solution. Et faire cet exercice, en fait, c'est juste, c'est encore une fois, c'est reprogrammer un petit peu son cerveau, c'est ça, c'est s'observer en fait, c'est observer ses réactions et voir quelle réaction me rend service et rend service aux autres. Et si elles me rendent pas service, comment après je peux essayer de faire en sorte, dans mes attitudes, de me faire progresser, quoi. Dans ma quête au bonheur, je suis passé aussi par le chemin que j'appelle de l'acceptation, d'accepter ce qui est. Pour moi, si tu veux, je fais comme si la vie, c'est-à-dire tout ce qui se passe autour de moi, est un film, et dans lequel je ne peux pas, je peux interagir, mais il y a des faits que je ne peux pas changer. Il y a des circonstances que je ne peux pas changer. Pour moi, tout ce qui est à l'extérieur de moi est parfait, tu vois. Mais quand je dis parfait, c'est pas dans le sens bien du terme, parce qu'il y a aussi des drames ou des décès, des choses qui sont dramatiques. Mais pour moi, je dis parfait dans le sens, si c'est là, c'est que ça doit être comme ça. Pour moi, l'acceptation, si tu veux, c'est l'art de s'adapter à des situations qui peuvent être désagréables. Et plutôt que de jouer un rôle de victime, tu vois, c'est plutôt essayer de voir quelle opportunité je pourrais retirer de ces faits. Et ça, c'est une belle phrase, ça, putain. Pour moi, une clé ultime pour être heureux, c'est vivre de façon authentique, vivre dans l'authenticité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Shakespeare qui disait ça. Il disait: le monde entier est une scène, nous sommes tous des acteurs, on porte tous des masques. On est souvent amené à jouer des rôles, donc c'est-à-dire que on peut jouer le rôle de père, de famille avec ses enfants, donc on met ce masque-là. On peut jouer le rôle de mari, on peut jouer le rôle de copain, on peut jouer le rôle de patron, on peut jouer le rôle de salarié. Et en fait, ce qui commence à un petit peu être intéressant, à se poser comme question, mais en fait, qui est derrière ce masque, tu vois? Est-ce que le rôle que je joue, est-ce que c'est un rôle qui me correspond? Est-ce que c'est un rôle qui me rend service, tu vois? Et ça, généralement, ça se caractérise dans les choix de vie qu'on fait. Généralement, on peut être amené à être malheureux dans un couple, dans une situation. On peut être amené à être malheureux au travail, tu vois. Et par moment, il arrive qu'on sait, on sent qu'on doit sortir de cette situation, et on ne le fait pas. On ne le fait pas par peur. Alors, on en revient au premier chapitre de la peur et des pensées. On ne veut pas sortir de sa zone de confort. Même si finalement elle n'est pas si confortable que ça. Et finalement, on est amené à
voilà, on est amené à faire des choix de vie qui ne nous correspondent pas, et qui ne nous rendent pas service, et qui ne nous rendent pas heureux. Quand j'essaie de prendre des décisions, je, je, je me mets toujours dans la peau du vieil homme que j'espère que je serai un jour, qui fait un petit bilan de sa vie. Et en fait, je me dis, mais en fait, voilà, cette décision-là, est-ce que j'aurais dû la prendre ou pas? Et en fait, quand on regarde avec cet œil d'observateur, on se serait dit, mais oui, mais carrément que j'aurais dû le faire. Pourquoi je suis pas sorti de ce couple? Pourquoi j'ai pas changé de boulot, etc. Et quand je prends des décisions, j'essaie toujours de me mettre dans la peau de ce personnage-là pour prendre des décisions justes et pour ne pas plus tard regretter les choix que j'aurais pas fait en amont. Ben, les rêves lucides, c'est un truc de fou. En fait, c'est aussi pour ça que je fais cette chaîne. Dans cette chaîne, je vais interviewer des sujets physiques, et on va aussi parler d'autres sujets qui sont métaphysiques, un peu plus subtils, énergie, etc. Et en fait, pourquoi en fait finalement je fais tout ça? Parce que en 2019, en fait, c'était quelques mois après ma dépression, enfin le burn-out, pardon. Dans ma quête au bonheur, comme je te disais en début d'interview, je faisais beaucoup de recherches sur internet sur le bonheur, être heureux, etc., etc. Et finalement, de documentaire en documentaire, de chaîne en chaîne, je tombe sur une chaîne qui s'appelle Tristia, sur lequel il y a un documentaire que je recommande qui s'appelle En conscience. Et ça parle d'expériences de mort imminente. L'expérience de mort imminente, c'est par exemple des cas de personnes qui sont décédés, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de battement cardiaque et l'électroencéphalogramme est plat, et ils vivent des expériences de sortir du corps. Donc en gros, ils sont sur la table d'opération par exemple, ils arrivent à sortir, ils se voient sur la table d'opération, ils arrivent à passer à travers les murs, ils arrivent à observer des choses qui se passent ailleurs, à distance on va dire, et une fois que la personne est réanimée, qu'elle revient dans son corps physique, qu'elle commence à parler de ce qu'elle a vu, si elle ose bien sûr, tout ce qu'elle a pu observer en étant comme ça, en état modifié de conscience, a été vérifié et observé. Ces sujets-là, de mon côté, avant, je voulais même pas en entendre parler. C'était des trucs qui m'étaient totalement inconnus. Et là, quand je les ai regardés à ce moment-là, en fait, ça a résonné un petit peu. En fait, ça m'a intéressé. Et au fur et à mesure de ces reportages, un jour, il y a, alors je crois que c'était une dame, elle disait en fait. En fait, si vous voulez, par exemple, discuter avec quelqu'un dans vos rêves, c'est possible. Bon. Alors je dis, ok, super. Et elle disait tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est que le soir, avant d'aller vous coucher, vous répétez la phrase, vous faites la demande, en fait, vous faites la demande. Donc moi, en l'occurrence, c'était mon grand-père qui était décédé à cette époque-là. Et je me suis dit, en m'endormant, je me disais, papy, cette nuit, si tu veux me voir dans tes rêves, t'es le bienvenu, etc., etc. Moi, je l'ai fait comme un jeu, donc j'ai fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, et au bout de la 3e fois, il se trouve que je fais un rêve, en fait, je fais un rêve dans lequel j'étais devant la maison de mes grands-parents, et je vois mon grand-père. Et là, en fait, le rêve, il était un peu bizarre, il était pas comme les autres, il était beaucoup plus réel, j'étais beaucoup plus présent, en fait. Franchement, je comprenais pas trop, mais quoi qu'il en soit, le rêve, il était génial, parce que je me suis retrouvé avec mon grand-père. On se serrait dans les bras, je pleurais de bonheur de le revoir, etc. Et quand je me suis réveillé de cette expérience, en fait, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Ce rêve, il était quand même super réaliste par rapport à tous les rêves que je faisais en général. Donc j'ai commencé à faire des recherches un petit peu sur les rêves aussi, et je vois que le mot rêve lucide existe. Et la définition d'un rêve lucide, c'est pendant un rêve, tu es conscient que tu es en train de rêver, donc c'est-à-dire que tu sais que tu es en train de dormir,
sauf que tu es encore dans l'univers du rêve, et puis là tu peux modeler ton rêve un petit peu à ta guise. Alors pour ceux qui l'ont pas expérimenté, je sais que c'est un peu difficile à concevoir, mais je vais essayer de prendre un autre exemple. Par exemple, la nuit tu rêves, tu te réveilles après ce rêve, donc tu es dans ton lit, hein, tu es réveillé, et puis là tu te dis « ouais, j'ai rêvé de ci, j'ai rêvé de ça ». Et ben en fait, faire un rêve lucide, c'est un petit peu comme si tu fais ton rêve, tu te réveilles, donc tu reprends ta conscience, mais sauf que t'es pas dans ton lit, tu es encore dans ta scène de rêve. Et de là, tu récupères tes sens, donc tes 5 sens en fait, il y a même d'autres sens qui peuvent apparaître. Et en fait, tu es dans un décor en 3D, vivant, comme là, je suis en train de te parler. Sauf que, donc tu touches tout, sauf que tu sais que tu es en train de dormir, et puis tu peux faire ce que tu veux. Et donc j'ai commencé, alors je vois ça sur internet, je me dis bon, ok, c'est bizarre, et il y a quelques petits exercices à faire pour s'entraîner à être lucide en rêve. Notamment des exercices que j'ai trouvés sur un forum qui s'appelle Attrape-Songe. Je leur fais de la pub parce que c'est un forum qui est vraiment sérieux sur le sujet, et il y a beaucoup de partage dessus, et puis c'est génial. Donc je fais mes petits exercices, etc. Et il se trouve que une nuit, je prends conscience dans mon rêve. Et en fait, ça m'a complètement scotché en fait. Ça m'a complètement scotché. Alors il y a vraiment 3 choses qui me sont arrivées un petit peu suite à cette expérience de rêve lucide. C'est que la première, c'est que j'ai halluciné. Voilà, clairement, je me suis dit mais comment c'est possible c'était génial parce que, par exemple, dans un rêve lucide, tu peux voler, tu peux faire ce que tu veux, tu peux passer à travers les murs. En fait, tes seules limites dans un rêve lucide, les seules limites, c'est ton imagination, en fait. C'est-à-dire que tu peux voler autour de la Terre, tu peux parler à des personnes que tu as connues qui sont décédées. Alors, c'est des projections de ton esprit, mais l'expérience, elle est là quand même. C'est quand même super génial, quoi. Donc ça m'a complètement... en fait, c'est comme si un peu tu avais une deuxième vie dans ta vie terrestre, quoi. Et c'est super cool. Donc ça, c'était le premier point. C'était l'effet « waouh, qu'est-ce qui m'arrive, c'est génial ». Le deuxième truc qui m'est arrivé aussi, deuxième sensation, c'est un peu la sensation d'être trahi. Et c'est vraiment un ressenti que j'ai eu parce que je me suis dit « attends, mais je sais plus quel âge j'avais peut-être 38 ans à l'époque, 37-38 ans. Mais je me suis dit « attends, mais comment que ça se fait que là, je viens de vivre un truc de ouf, tu vois, mais vraiment un truc de ouf, et pourquoi j'en ai jamais entendu parler ?» Tu vois, ça t'est vraiment pour moi, ça t'avait vraiment la question, mais je me suis dit « mais comment que ça se fait qu'il y a personne qui... » j'ai jamais entendu parler de ça, quoi. Et la troisième chose aussi qui m'est arrivée suite à ça, c'est que ma peur de la mort, elle a complètement disparu. Et pourtant, j'étais quelqu'un d'anxieux par rapport à ça, avant, tu vois, je me disais, ouais, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a après la mort? C'est bizarre, ça va être tout noir, je vais plus voir tout le monde, je sais même plus que je vais exister, t'es dans le néant, et généralement, quand je pensais à ça, tu vois, la nuit, en m'endormant, franchement, tu te réveilles, tu fais un gros coup de flip, tu vois. Et en fait, quand j'ai fait cette première expérience de rêve lucide, clairement, c'est pas, je suis sorti de l'expérience et je me suis dit, maintenant j'ai plus peur de la mort. Non, ça n'a rien à voir. Le truc, c'est vraiment, j'avais plus peur de la mort, point. Il n'y avait même pas d'explication, c'était juste que c'est comme ça. J'irais même juste à dire maintenant que je ne suis pas pressé de mourir, mais je suis curieux de voir comment ça se passe, tu vois. Quand même, parce que pour moi, maintenant, il y a quelque chose, tu vois. Ça, c'est une croyance. Par contre, tout ce qui est expérience de rêve lucide, après, comme je dis toujours, on y croit, on n'y croit pas, tu vois. Moi, c'est pas que j'y crois, c'est que je sais. Parce que là, vraiment, je suis dans l'expérience, j'ai expérimenté, donc j'ai rien à vendre pour ce sujet, quoi. Et ça a été fou, quoi. Et en fait, finalement, à force d'expérimenter les rêves lucides, j'ai commencé à expérimenter d'autres phénomènes. Et finalement, ça a été des phénomènes comme un peu les personnes qui font des expériences de mort imminente, de mort et d'expériences imminentes. Je galère à le dire. C'est comme les personnes qui font des expériences de mort imminente, c'est-à-dire des phénomènes de sortie de corps. Et puis, il m'est arrivé pas mal de fois
dans la nuit à ressentir par exemple des vibrations ou des secousses de mon corps en fait dans mon lit, sans trop comprendre ce qui m'est arrivé, et d'avoir une sensation de décollement du corps physique. J'avais pas de corps à ce moment-là, mais je voyais quand même ce qui se passait, et en essayant de naviguer un petit peu dans ma chambre comme ça, pouf, je me retourne et puis je me vois dormir, je vois mon corps physique en train de dormir, et je vois le corps physique de ma femme en train de dormir. Je continue à monter sans que je puisse contrôler quoi que ce soit, et là je commence à m'enfoncer dans le plafond, ça devient noir, et pouf, je reviens dans mon corps, quoi. Et là c'est pareil, enfin je veux dire, tu vis ça, putain, mais tu dis je deviens fou, tu vois, je deviens dingue. Mais alors, ça peut être quelque chose de... Tu vois, quelqu'un qui est fragile et qui vit ça, franchement, ça chamboule de 1. Donc c'est aussi pour ça je fais des conférences à ce sujet, parce que c'est pour sensibiliser les gens à ça, pour essayer de les rassurer sur le phénomène, justement, et que ça peut être une porte ouverte à plein d'autres expériences sympathiques, quoi. Et en fait, ce qui a été intéressant, finalement, à travers toutes ces expériences que j'ai vécues, c'est que, du coup, en fait, si tu veux, j'ai commencé à mettre beaucoup de choses en doute, tu vois. Avant, je croyais à beaucoup de choses, etc., tu vois, et maintenant, je mets un peu plus de bémol sur, par exemple, sur la réalité, tu vois, en fait, c'est quoi la réalité, etc. Et tout ça, ça m'a ouvert à un univers qui m'était complètement inconnu auparavant. Je me suis mis à lire des bouquins sur la conscience en général, sur le thème de la conscience en général. Je me suis mis à lire des bouquins sur la physique quantique. Je me suis mis à lire des bouquins sur la philosophie, sur la médiumnité, sur la guérison, sur tous ces sujets-là en fait qui m'étaient complètement inconnus. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je lisais ces bouquins, que tout ce que je savais, c'est que je savais rien du tout, quoi. Et encore maintenant, je sais encore rien du tout. Mais en fait, tous ces domaines, je trouve ça fabuleux. Et c'est aussi pour ça que je fais justement cette chaîne aussi, c'est pour après inviter des gens aussi qui sont un petit peu dans ces domaines-là, des gens qui sont comme tout le monde en fait finalement, et puis qui vivent des expériences comme ça, et puis c'est pour partager tout ça, quoi. Alors en bouquin, oui, j'en ai plein à conseiller. Maintenant, si je devais vraiment retenir 3 livres qui ont vraiment eu un impact dans ma vie, qui m'ont fait changer. Le premier, c'est le livre de Laurent Gounel qui s'appelle L'homme qui voulait être heureux. Alors, avant, je ne lisais pas du tout. Et je suis tombé sur ce bouquin, alors qui était chez mes parents, et même mes parents ne savaient pas ce que ce bouquin foutait chez eux. Mais ça, c'est trop marrant. C'est un bouquin qui parle beaucoup des croyances, tu vois. Et finalement, dans la vie, il y a des croyances qui nous rendent service et des croyances qui nous rendent pas service. Les croyances qui nous rendent pas service, c'est ce qu'on appelle par exemple les croyances limitantes. Si je peux donner un petit exemple, faire un petit parallèle à une expérience dans ma vie, c'est pour ma retraite, pour être heureux, etc., j'ai dû investir dans un bien immobilier. Tous les gens que je connais, en fait, et c'est surtout ceux qui n'ont pas de bien immobilier, ils disent oui, en fait, les locataires ne payent pas, les locataires, par exemple, ils saccagent le bien immobilier. Et ça, c'est ce que j'appelle des croyances limitantes. Et c'est des croyances que j'avais aussi, moi, avant d'investir dans l'immobilier, parce que, comme tout le monde disait ça, finalement, par conformisme, c'était comme ça, c'était ancré dans ma tête. Jusqu'au jour où j'ai commencé à d'une part, lire des bouquins justement sur l'immobilier et rencontrer des personnes, dont une personne en particulier qui m'a un peu coaché en fait. Et après j'en ai rencontré d'autres, et finalement je me suis rendu compte que tous ceux qui avaient des biens immobiliers, finalement tout avait roulé pour eux quasiment, tu vois, il n'y avait pas de bile, mais ceux qui s'en plaignaient le plus ou qui avaient des croyances limitantes, c'était ceux qui en avaient pas, tu vois. Alors si je te dis ça, c'est juste pas pour faire un cours sur l'immobilier, mais c'était juste pour t'expliquer que en amont j'avais ces croyances aussi, de me dire en fait déjà je m'étais dit je suis une trop jeune entreprise, je ne pourrais pas investir, c'est pas possible. J'ai pas d'argent, je pourrais pas investir, c'est pas possible. Si je loue, apparemment tout le monde se plaint des locataires qui payent pas. Et donc ça, ces croyances-là, si je les écoute en fait, elles me rendent pas service, mais si je les écoute, il n'y a pas d'action qui est derrière, quoi. Et le fait d'avoir rencontré des gens qui réussissent dans ce domaine ou d'avoir juste lu des bouquins
dans ce domaine, j'ai changé ma perception. Et en fait, finalement, il existe plein d'outils pour justement se prémunir de tous ces désagréments. Et puis finalement, maintenant, je peux dire que ça va bien, tu vois. Tout ça pour dire qu'il y a des croyances qui peuvent pas nous rendre service. Et dans ce bouquin, il y a un exemple aussi qui est complètement dingue, c'est que il y a une étude qui a été faite où ils ont pris un groupe de 50 personnes, et c'était 50 personnes qui étaient atteintes d'un cancer. Ils avaient le même cancer, tu vois, au même stade, et ils ont divisé le groupe de personnes en deux. Ils ont donné un médicament à un groupe en disant ceci est de la chimiothérapie, vous allez commencer à prendre votre traitement, et après quelques semaines de traitement, alors je sais plus, c'était un mois, je dis peut-être n'importe quoi, mais vous allez perdre vos cheveux. Et ils ont donné à l'autre groupe un médicament en disant voilà, ceci est de la chimiothérapie, vous allez prendre vos traitements, au bout d'un mois, à cause de ces traitements, vous allez perdre vos cheveux. Et en fait, ils se sont rendus compte que dans les deux groupes, en fait, il y a à peu près, dans chaque groupe distinct, il y a à peu près 80% des personnes qui ont perdu leurs cheveux. Sauf que dans le groupe qui était à l'autre groupe, enfin un des deux groupes où ils n'avaient pas donné de chimio, ils avaient donné un placebo, un morceau de sucre. Et en fait, juste parce que les personnes croyaient, alors quand ça venait de la part d'une autorité, tu vois, là on est dans le cadre de la médecine, mais une autorité à qui on a confiance te donne quelque chose et te dit que le fait de le croire, enfin je veux dire, et moi quand j'ai vu ça, mais je me suis dit c'est un truc de fou. Et on peut aussi prendre un autre exemple qui est les dénis de grossesse. Les dénis de grossesse, c'est-à-dire qu'une femme qui sait pas qu'elle est enceinte et qui croit pas qu'elle est enceinte, elle va rester mince. Et on va dire qu'à ses 8 mois de grossesse, enfin ses 8 mois de grossesse sans qu'elle le sache, elle fait une visite comme ça où elle a des douleurs, elle se rend chez un gynécologue, elle fait ses examens. La gynécologue lui dit bah, écoutez madame, vous êtes enceinte de 7 mois par exemple, le lendemain la dame elle se retrouve avec un ventre, etc. Mais juste et c'est là que je te dis mais en fait le pouvoir de la croyance il est complètement dingue, tu vois. Donc encore une fois, auto-observation, quelle croyance me rend service et quelle croyance me rend pas service. Si elle te rend service, eh bien, écoute, c'est cool, continue à les garder. Par contre, si elle commence à pas te rendre service, je pense qu'il est peut-être nécessaire de pouvoir trouver des outils pour essayer de la chercher, et donc, notamment en se documentant, etc. Donc le deuxième livre aussi qui m'a marqué, c'est Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. C'est un livre d'un jeune entrepreneur, enfin il était plus jeune à l'époque, qui s'appelle Olivier Roland. Et ça c'est pareil, bon, c'est un gros bouquin qui parle de beaucoup de choses, de l'éducation, de comment monter son business, comment gérer une entreprise, comment déléguer, etc. Donc bon, pour tous les jeunes entrepreneurs ou même les entrepreneurs aguerris, franchement c'est un livre qui m'a beaucoup aidé moi dans mon parcours d'entrepreneur. Et celui-là en fait c'est un peu le livre qui m'a aussi pété le cerveau sur le thème de la retraite, clairement. Pourquoi ? Parce que dans le livre, il y avait un exemple d'un jeune couple de journalistes. Ils étaient assez jeunes, tu vois, ils travaillaient sur Paris, et ils étaient tous les deux en CDD. Et il y a un des deux qui se fait licencier pour raison économique. Il était dans les dernières entrées, donc il était dans les premiers sortis. Et sa compagne, elle était en fin de CDD. Et c'était un tout petit contrat, ce qui fait que dans les deux cas, en fait, les deux personnes n'ont pas eu le droit au chômage, ou ils avaient un minimum. Donc là, ils se sont retrouvés à zéro en se disant mais qu'est-ce qu'on va faire de notre vie ? Et ils ont fini par tout plaquer, en fait. Ils sont partis avec, je crois que c'était quoi l'équivalent de 3 000 euros. Ils avaient que ça, ils sont partis. Ils ont pris des billets d'avion, ils ont lâché leur appart et ils sont partis s'installer là-bas. Ils ont trouvé des petits boulots, etc. Et lui, il avait toujours dans l'idée parce que c'était un gros fan de plongée, d'ouvrir son centre de plongée. Il commence à visiter des petites îles aux alentours et il tombe amoureux d'une île où ils finissent par s'installer. Donc là, ils font des connaissances, et notamment une personne, ils s'associent à 3 et ils ouvrent un petit restaurant. Et ce restaurant, ils arrivent un petit peu à l'automatiser. Donc la femme travaillait encore dans ce restaurant, mais lui, il avait décidé de complètement s'externaliser du restaurant. Alors, ça s'est pas fait comme ça a été un long processus. Et lui s'est dit, ben voilà, maintenant que l'affaire elle roule, bon, il dit clairement, il gagnait pas trop d'argent, on va dire tout s'autofinancer. Et il a dit, bah moi maintenant je vais ouvrir mon centre de plongée. Et donc pareil, ça a été un long processus, mais il a réussi à mettre en place son centre de plongée. Donc finalement, il était dans un décor paradisiaque, occupé de faire vraiment une activité qui lui plaisait. Et il recevait du coup ses anciens collègues qui venaient en vacances, et lui, il était là pour leur faire leur baptême de plongée, etc. Et en fait,
tous ses collègues lui disaient, mais en fait, mais t'es fou. Parce qu'en fait, à cette époque-là, je crois que lui et sa femme, ils gagnaient, je pense, 600, c'était l'équivalent de 500-600 euros par mois. Donc les potes, ils disaient, mais attends, mais t'es dingue, quoi, comment tu vas faire pour ta retraite? Et en fait, lui, il dit, mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que je suis déjà en retraite. Il dit, finalement, j'ai assez d'argent pour subvenir à mes besoins. Donc j'ai un toit, je me nourris, etc. Là, je vis juste la vie que je veux, en fait, dans un endroit de rêve, etc. Et surtout avec l'âge. C'est-à-dire que eux, s'ils attendent 62, 63 ans, tu vois, tu te dis, leur envie, elles seront passées, ils seront peut-être pas en bonne santé, etc. En fait, quand j'ai lu ça, mais c'est là que, franchement, j'ai vraiment eu ce déclic en me disant, mais attends, mais putain, mais c'est un truc de fou, quoi. Et c'est pareil, le conditionnement, c'est ça, je me dis, retraite égale âge, automatiquement de l'argent d'un organisme, mais pourquoi en fait? Bah, juste pourquoi, tu vois? Je refais juste un petit parallèle, justement, par rapport à la retraite, et non, je fais pas de parallèle, en fait. Là, je fais pas de parallèle. C'est parce qu'en fait, s'il y a un truc que je devais dire, en fait, en début, c'était, oui, ce que je voulais dire, c'était, tu sais, que dans ma quête au bonheur, tu sais, je me suis dit, tiens, quand je serai en retraite, je serai heureux, tu vois. Et ben, avec le recul, je me suis fait exactement j'ai fait la comparaison avec quelqu'un qui travaille toute sa vie, tu vois, dans un univers qui ne correspond pas, mais qui survit en se disant, quand je serai en retraite, je serai content, tu vois. Et finalement, on peut aussi observer qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent en retraite, finalement, et qui sont pas heureux, et j'ai même envie de dire qu'ils font des dépressions parce qu'ils sont complètement perdus. Parce qu'ils ont mis beaucoup aussi d'énergie dans cette projection, en se disant que le jour J, donc ils ont pas fait les choix de vie qui leur rendent service, ils se sont contenus, ils sont restés dans des situations qui leur rendaient pas service, donc quand c'est comme ça, bah voilà, émotionnellement, t'es sous pression, voilà. Et le fait d'arriver en retraite, pensant que ça la libérer, bah ça la libère, mais pas dans le bon sens du terme, quoi. Et je voulais faire ce petit parallèle, quoi. Et le dernier livre, c'est le livre, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Je ne vais pas épiloguer sur ce livre parce que c'est un livre qui est très connu, qui a été traduit dans des millions de langues. Donc j'invite les gens, s'ils veulent se fournir, de pouvoir le découvrir par eux-mêmes, quoi. Eh bien, pour conclure, prenez les décisions qui vous rendent service et soyez heureux.